Jacques Chancel, Radioscopie. 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 André Brugiroux. Jacques Chancel. André Brugiroux, faire le tour du monde, c'était pour vous, autrefois, un rêve de milliardaire, un rêve fou. Et ce rêve, vous l'avez réalisé, votre voyage a duré 18 ans, c'est-à-dire le contraire de ces quelques-uns qui vont quelque part, très peu de temps, et qui reviennent, qui immédiatement écrivent un livre ou font une conférence. Mais ce tour du monde qui a duré 18 ans, est-ce véritablement une aventure ? Je dois dire tout de suite que je ne suis pas, je vais peut-être surprendre, mais je ne suis pas un voyageur, mais plutôt un étudiant. Et effectivement, je suis parti, j'avais 17 ans, et en 1955, et je crois qu'il faut se souvenir qu'à cette époque, il n'y avait pas la vogue des voyages comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pensais d'abord qu'il fallait être milliardaire pour aller en Inde, et c'est ce qui me bloquait tout de suite, puisque je n'avais pas les moyens au départ, puisque mon père était au minimum vital. Mais je pense qu'on a tous rêvé un jour ou l'autre de faire le tour du monde. Même dans une chambre. Même dans une chambre, effectivement. Et on peut d'ailleurs faire le tour du monde dans une chambre. Exact. Mais on en a tous rêvé, mais très peu partent, en définitive, et encore moins rentrent. Et je suis peut-être de ces chanceux, comme on dit au Québec, qui a réussi à réaliser son rêve. Et ma foi, j'ai pas dit je vais faire le tour du monde. Tout s'est enchaîné, et ça a été plutôt une vie ou un destin, ce qui m'arrive. Mais André Brugiroux, ceux qui ne partent pas, est-ce parce qu'ils n'ont pas le courage de s'en aller, de quitter le confort ou l'inconfort d'ailleurs? Il y a plusieurs choses. Parce qu'on dit toujours l'argent, on peut tenter. Bien sûr, mais on peut prendre le risque. Oui, il n'y a pas seulement c'est pas une question d'argent, puisque j'ai fait la preuve que je suis parti avec 10 francs en poche. Bien, je pense que dans ce cas-là, tout le monde peut le faire. Mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Il faut d'abord avoir le désir de le faire, avoir envie de le faire. Je ne dis pas qu'on doit faire le tour du monde. C'était mon chemin, moi. Je pense que chacun doit suivre son chemin, chacun doit s'épanouir et être heureux. Bien, c'était ma voie, donc je l'ai suivi. Mais je ne dis pas que chacun doit faire ça. Il y a ce qui empêche aussi beaucoup de gens de partir, c'est l'inhibition qu'il y a envers l'étranger, on a peur de soi-même, de son ombre. C'est très dur à se dépasser soi-même. Et c'est ce qui bloque la plupart des gens. Mais lorsqu'on va comme ça au bout du monde, en fait, on va à la découverte de soi-même. C'est exact. Le tour du monde, c'est d'abord le tour de soi-même. Il faut d'abord apprendre à se connaître avant de vouloir apprendre à connaître les autres. Et bien sûr, moi je l'ai fait dans des conditions très très dures et c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut une résistance. Mais André, si vous êtes parti, c'est parce que quelqu'un peut-être vous y encourageait. Vous aviez 17 ans, vous n'aviez pas terminé vos études. Non. Vous aviez un métier peut-être. Pas du tout. Je dois dire que ce tour du monde, c'est mes études, c'est mon université. La meilleure. C'est la meilleure des universités si on veut apprendre. Parce qu'encore faut-il vouloir apprendre. Je connais des garçons qui se mettent sur la route mais qui n'apprennent rien, qui à mon avis perdent leur temps, qui rentrent pire qu'au départ, qui sont encore plus racistes au retour qu'à l'arrivée. Je trouve ça négatif. Pour moi, je suis parti à 17 ans. C'était inconscient. Je ne dis pas que j'ai voulu faire 18 ans de tour du monde. J'ai obéi à un instinct qui m'a poussé. Et avec la rétrospective, évidemment, je peux dire maintenant que je partais pour apprendre par moi-même et voir les choses par moi-même. C'était une recherche, si on veut. Il y en a qui disent de l'absolu. J'aime pas les grands mots, mais c'est un peu ça. C'était une quête spirituelle en définitive. C'était pour essayer de comprendre, de comprendre ce qu'on fait sur cette terre. Et d'essayer de comprendre les hommes et notre monde d'aujourd'hui qui est en désarroi. Et essayer d'assassiner les idées reçues, surtout.
C'est ça. Dans ma nature, je suis rebelle entre guillemets, et je voulais voir par moi-même. Et les choses qu'on m'a enseignées officiellement m'ont fait sauter dès mon jeune âge. Enfin, vous avez visité 135 pays, je crois que vous C'est avez exact. parcouru 400 000 kilomètres. En stop. Oui. On finit par avoir une vue exacte du monde, de la Terre. Bien, j'ai une vision du monde qui est peu commune, que peu de gens ont. Et j'en connais, dans ce style-là, j'en connais pas. On m'a dit, je voudrais d'abord expliquer ce tour du monde, parce qu'on peut se dire, partir avec 10 francs en poche, comment on peut faire 18 ans. Alors, je voudrais d'abord le définir peut-être. Il y a eu 2 périodes, et une période de 9 ans d'abord, au cours de laquelle j'ai appris à me connaître moi-même, et avec mes 10 francs, j'ai d'abord dû travailler. Et j'ai pensé que la meilleure des choses à faire pour connaître les hommes, c'était d'apprendre des langues. J'ai donc travaillé 15 mois en Écosse pour apprendre l'anglais, 1 an en Espagne. Je crois qu'il faut préciser que vous sortiez de l'école hôtelière. Pour l'espagnol, exactement. Ça m'a aidé au début, ça a été un tremplin. J'ai ensuite travaillé 2 ans en Allemagne pour apprendre l'allemand et 2 ans en Italie pour apprendre l'italien. Et je dis toujours que mon métier le plus reluisant, ça a été cireur de chaussures en Italie. Parce que c'est facile à dire, mais imaginez-vous, à 18 ans, débarquer en Espagne avec une petite valise, sans amis, sans argent, sans travail. C'était très dur. Moi, j'avais fait des sacs de nylon, j'en avais 7 pour 7 jours, pour tenir 7 jours. Et dans chaque sac, j'avais mis un sandwich pour le matin, un pour midi, un pour le soir et un fruit correspondant. Et j'ai dit, quand j'ai fini mes sacs, il faut que j'ai une place. Voilà dans quel esprit je partais. J'avais 19 ans. Et j'avais peur. Mais je me suis lancé quand même. Ce que j'ai pas prévu, c'est qu'au bout de 4 jours, je peux plus avaler le pain comme ça sec. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que cette première période de formation a été très dure en soi. J'ai passé aussi 2 ans au Congo. Bon, pour le service militaire, il fallait bien faire ça, puisque je suis français, il faut avoir un passeport. La deuxième partie, donc, ça a été 9 ans aussi. Et j'ai d'abord préparé mon budget, parce que même si j'ai fait mon tour du monde avec $1 par jour, il fallait avoir ce dollar. Et aujourd'hui, il y a des bourses de la vocation, du voyage. Avant de partir, les gens, ils ont déjà les récompenses. Il n'y a plus d'efforts aujourd'hui. Je vois les gars, ils écrivent dans les journaux, il y en a déjà, c'est étalé partout, ils n'ont encore rien fait. Je trouve ça assez drôle, mais enfin... moi, je me suis débrouillé tout seul. J'ai pas voulu partir pour une idée, pour un parti, pour une église, pour les choses. J'ai voulu partir pour moi-même. Parce que je pense que chaque individu... N'est-ce pas un peu égoïste? Pas du tout. Je pense que chaque individu doit faire sa recherche personnelle et individuelle de la vérité. Et ce que peu font. Enfin, recommençons. Revenons au départ. Vous êtes né à Brunoy, oui, dans la près de banlieue. Paris. Vous m'avez dit à l'instant que vos parents n'étaient pas fortunés. Vous avez voulu faire le tour du monde de la misère. Cela veut dire que vous ne vous êtes pas installé dans les grands hôtels, mais vous êtes allé chez les gens, ce qui est la meilleure connaissance. Vous avez fait l'école hôtelière. Oui. Vous êtes parti pour l'Écosse. C'est donc votre premier voyage. Mais à partir du moment où vous avez décidé de ne pas suivre l'école hôtelière, de ne pas suivre votre vocation d'hôtelier, il fallait quand même décider d'un pays, d'une première étape dans un tour du monde. Alors, quelle a été cette première étape? Bien, non. D'abord, j'avais décidé d'apprendre les langues. Et ça, c'était très difficile. Je vous dis que je suis un peu... j'étais pas soutenu parce que, disons, mon père n'a pas les moyens financiers, ça c'est pas de sa faute, ça, mais... Même pas le moyen moral. Il m'a pas donné un centime. Et il ne m'a pas aidé parce que lui, il aime son jardin et c'est très bien, mais il m'a jamais parlé voyage. Donc j'avais aucune incitation à partir. Vous pensez que son univers ne dépasse pas le bout de son jardin? Oui, enfin je dis ça entre guillemets, mais c'est très bien d'ailleurs, chacun son univers. Mais pour moi c'était un handicap puisque on m'a jamais parlé de voyager. Donc j'ai fait tout à la force de mon poignet, c'est ça que j'ai voulu dire dans le livre. Oui, d'ailleurs le titre de ce livre c'est « La Terre n'est qu'un seul pays », vous pouvez le dire aussi facilement que cela, je sais bien que vous avez aboli les frontières. Oui, alors... le voyage que je relate dans le livre, c'est surtout les 6 dernières années. Donc, une fois le budget fait au Canada, j'avais 30 ans. Et là, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je suis parti faire le tour du monde en stop à l'âge de 30 ans, pas à l'âge de 18 ans comme on s'imagine. C'est-à-dire que vous avez cherché, vous avez essayé de vous connaître, de vous trouver entre l'âge de 18 ans et l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, c'était la véritable aventure. À 30 ans, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. Combien de langues? Je parle 5 langues. À 30 ans, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. J'avais d'abord l'expérience personnelle. J'avais une espèce d'entraînement et puis j'avais aussi préparé mon budget. Parce qu'il faut réunir les deux. Il faut le courage et le budget. Bien, mais j'avais fait moi-même tout seul, sans qu'on m'aide. Et à ce moment-là, il faut dire que c'est très dur, et ça revient à la question que vous me posiez au début, c'est que, par exemple en Italie, on me formait pour être directeur d'un hôtel. En Sardaigne, et la fille du de la compagnie qui était le type le plus riche qui investissait, elle voulait se marier avec moi. Alors j'avais qu'à dire si signor, si signorina, et j'étais casé pour la vie. Directeur d'hôtel avec la fille la plus riche de l'actionnaire le plus riche. Non, j'ai continué. Au Canada, rebelote,
on me forme pour être directeur du bureau de traduction. Et il y avait une Québécoise qui m'a dit, mais chérie, pourquoi tu dois aller à Tahiti? Vous avez du succès. Non, mais enfin, c'est des choses qui arrivent à tout homme normal, je pense. C'est pas du succès, c'est la vie normale, ça. Ce que je veux dire, c'est que c'était très dur parce qu'à 30 ans, j'ai abandonné toute idée de confort, toute idée d'affection et de sécurité. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas faire qui les bloque, en définitive. Et vous étiez libre. Voilà, c'est ça. J'étais libre, exactement. Et encore là, l'idée de liberté, c'est encore ça, c'est la liberté de l'animal. Mais enfin bon. Mais j'avais cette liberté-là, ce que peu de gens ont. Donc je me suis lancé. J'ai pas dit je vais faire le tour du monde pendant 6 ans. J'ai sorti mon pouce au bord de la route de Toronto et c'est trouvé qu'effectivement j'ai fait ces 400 000 kilomètres en vivant avec $1 par jour et sans aller à l'hôtel pendant 6 ans. Alors à travers des difficultés inouïes, et j'y ai laissé la santé. Vous avez fait de l'autostop, vous avez fait du bateau stop, vous n'avez pas pu faire de l'avion stop. Si, j'ai fait aussi de l'avion stop et peu de gens pensent en faire. Oui, mais enfin il ne s'agit pas de se mettre en bout de piste devant Air France ou la Paname avec son pouce sorti. Il y a une technique, comme dans tout, ça s'apprend. Et en gros, il y a les avions privés, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des avions privés, comme en Alaska, en Australie, beaucoup de familles ont un avion privé. Il s'agit d'aller au bar et on trouve le pilote. Ça vous racontait, André Bruguireau, toutes vos histoires, toutes vos aventures. On vous a pris pour un guerriero de Che Guevara en Bolivie. Vous avez fait un peu de prison là-bas? Oui, j'en ai fait plusieurs. À la fin, je rentrais presque comme au cinéma, en prison. On m'a pris pour un pirate de l'air aussi, pour guerriero, pour la bande à Che Guevara. On m'a pris pour un espion aussi. Mais par exemple, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance aux voyageurs? Moi, c'est-à-dire que les cheveux longs, en Amérique du Sud, c'est un indice de rébellion. Et puis, dans les pays arabes, on ne peut pas faire 100 mètres sans être questionné, arrêté en ce moment. Malgré ce qu'on veut bien dire en France. Je regrette, mais c'est très dur à voyager en ce moment. En ce moment, je ne dis pas. Vous pouvez faire maintenant la carte exacte des endroits où l'on est bien accueilli, des endroits où la langue française et la langue anglaise ont de l'importance, et également des endroits où on n'ira jamais. Par exemple, vous n'êtes pas allé en Chine. Oui. Alors écoutez, les endroits où on est bien accueilli, je pense que ça dépend d'abord de soi, d'être bien accueilli. Si on n'a pas de préjugés envers les gens, si on n'arrive pas avec un air supérieur, on sera bien reçu. Mais ce qui ne veut pas dire, il y a certainement des pays qui sont plus accueillants que d'autres, quand même. Hein. Mais ça dépend d'abord de soi. Il ne faut pas dire les gens ne sont pas accueillants, il faut voir d'abord en soi-même comment on est, je pense. Si on aime les gens, ils vont répondre. Je ne connais pas de gens à qui on fait un sourire qui ne répondent pas, ou qui, si vous cherchez à les aimer, ils ne vont pas répondre. Alors ça dépend de soi. C'est ça que le stop m'a appris, parce que c'est un défi personnel, c'est une école de la vie qui est très dure et qui élimine la plupart des gens. C'est que tout dépend de soi et que la bonne humeur et la gaieté, c'est les meilleures des armes. Je vous assure, là j'ai appris à vivre au bord de la route, c'était très dur. La deuxième chose, vous me disiez que je peux dresser la carte exact. Des pays où on peut aller et où on ne peut pas aller. Mais ça varie parce que le monde est malade et il n'y a pas besoin de faire le tour du monde en stop pour s'en apercevoir. Et il faut arriver effectivement avant la Révolution ou après. Par exemple, je suis arrivé une fois, j'allais voir Ceylan, c'est Sri Lanka maintenant, je crois. Et on m'a dit non, monsieur, le bateau part pas. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit il y a révolution. J'ai dit ça va durer longtemps. Ils m'ont dit mais on ne sait pas, faut revenir. Alors voilà comment c'est. Et puis alors on va voir un pays, on peut pas voir l'autre, ils sont pas copains. Et tout le monde est comme ça. Par exemple, vous allez en Afrique du Sud, le Cameroun ne vous laisse pas rentrer. Il faut le savoir. Mais ça, c'est variable, ça change. Moi, il y a des pays que j'ai pas pu voir, mais peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais rentrer. Pourquoi n'êtes-vous pas allé en Chine? Simplement parce qu'on vous a refusé le visa? Vous l'avez demandé combien de fois? J'ai demandé 5 fois. Et effectivement, c'est mon grand regret. Mais d'autres vont en Chine. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est des gens qui vont soit en charter de Paris alors on les prend par la main comme des mômes, on leur montre la meilleure usine de textile, on les met dans l'hôtel réservé aux étrangers, 15 jours, et puis voilà, ils ont vu la Chine. Ou alors il y a les gens qui vont pour un but, effectivement, il y a des journalistes ou des techniciens. Mais moi, ce que je veux, c'est aller voir par moi-même, me promener tranquillement à pied, aller dans la cuisine du Chinois, voir si son lit il est dur ou il est mou, s'il est content. C'est ça que je veux voir, c'est vivre avec les gens. Et ça, apparemment, pour l'instant, ils veulent pas. Et je regrette, c'est le quart de la population terrestre. Vous êtes le contraire d'un touriste. Exactement, oui. Ce que je voulais comprendre, moi, c'est pas un tour du monde, ça, ce qu'il faut comprendre. Et le titre l'indique, la Terre n'est qu'un seul pays. C'est un tour des hommes. C'est ça que j'ai voulu faire. Alors, dans ce but-là, j'ai été vivre, par exemple, avec les hippies à San Francisco, avec les bons à Bangkok, dans les ashrams en Inde, dans le kibbutz en Israël. J'ai été chez les coupeurs de tête à Bornéo, dans les cases au milieu du Congo, et tout seul, à pied, pour rencontrer les gens. Parce que je voulais comprendre le cœur de l'homme. On m'a dit, le cœur de l'homme est universel.
Bien. Ben, je voulais voir si c'était vrai. Et maintenant, effectivement, je sais que pour moi, c'est une réalité. C'est un fait tangible. Maintenant, après ces 18 ans d'aventure, disons, je ne connais plus d'étrangers. Il y a l'homme, avec ses vibrations. Pour moi, l'homme, il a un cœur, il a un esprit. C'est ça que je regarde. Et je pense qu'on est tous les fleurs du même jardin qu'est le jardin de l'amour, et que ces fleurs doivent être différentes. Mais vous avez été élevé, André Brugiroux, dans la religion catholique. Cette religion, vous l'avez abandonnée. C'est votre connaissance du monde qui vous l'a fait abandonner. Bien, écoutez... vous avez quitté une religion pour entrer dans une autre. Je suis né en France, donc effectivement, l'enseignement est catholique, dans la majorité des cas. Et moi, on parle beaucoup des sectes venues d'Orient en ce moment, mais on ne dit pas une chose, c'est que la plus grosse secte venue d'Orient, c'est justement la religion catholique. Parce que le catholicisme n'est pas une religion, c'est une secte de la chrétienté. Et la chrétienté, ça vient, à mon avis, de l'Orient, puisque le Christ n'est pas né au but de Chaumont, ni à Chicago. Il est né en Orient. Tous les grands prophètes de Dieu sont nés en Orient. Donc, effectivement, la plus grande secte venue d'Orient, qu'on mentionne jamais, c'est le catholicisme, à mon avis. Et il se trouve que j'ai été élevé dans ces principes-là. Et je suis parti, une des questions qui me turlupinait, justement, on m'a dit à l'église, et je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais on m'a dit, par exemple, en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Bon, je devais avoir 10 ans, et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit, alors je serais né chinois, pas de salut pour moi. J'ai trouvé ça fortement injuste. Vous voyez, ça, c'est des petites choses qui m'ont poussé à partir. Je le dis avec la rétrospective. Mais voilà une des choses. D'autres religions disent la même chose. Alors, oui. Alors, en voyageant, je me suis aperçu que chacun dit « Seul mon prophète est bon ». Alors, vous voyez, quand vous entendez le même son de cloche dans chaque religion, alors je me suis dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils disent chacun que seul leur prophète est bon. » Parce que si on regarde les choses avec des yeux sincères, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les grandes religions existantes, la dévotion est la même, c'est toujours le même principe, c'est basé sur l'amour universel, l'unité et la conception d'un être divin, d'un point de départ. Donc, l'essence est la même, dans le fond. Moi, j'étais très impressionné par les musulmans qui font la prière dans la rue, en Afrique, par exemple. Et je me suis aperçu que toutes les religions avaient la même essence. Alors, la grande question qui m'est venue en voyageant, c'est de me dire, mais si ils disent tous qu'il y a un seul Dieu, je me suis dit, pourquoi il y a tant de religions ? Pourquoi pas une seule ? Alors, qui répond à ça ? Je ne connais aucune université au monde qui enseigne ça. Je ne connais aucun livre de théologie, de religion comparée, qui dit comment ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, à qui avez-vous répondu ? Par qui avez-vous été appelé ? Parce que vous avez trouvé votre foi, vous avez trouvé votre croyance. Moi, j'ai trouvé une réponse qui correspond à mon expérience et à ce que j'ai vu sur la Terre. C'était tout et c'était quand ? Alors... Au début, je disais que j'étais parti un peu pour une quête spirituelle. Je m'en suis aperçu petit à petit. Vous étiez un missionnaire ? Pas du tout, non. Non, j'étais un garçon... Non, un missionnaire, non pas qui allait porter, mais qui allait recevoir. Oui, je suis mercurien de nature Vous allez rire, je dis ça par l'astrologie, mais effectivement, c'est un peu le messager des dieux. Et alors, il va chercher les nouvelles, puis il les rapporte. Et j'ai obéi à mon signe, à ma dominante planétaire. Mais... Alors j'avais ces questions en tête, effectivement, j'avais déjà passé les 9 ans dans les différents pays d'Europe, j'avais été en Afrique, j'avais passé 2 ans, j'avais été voir le docteur Schweitzer aussi, et puis j'avais travaillé en Amérique du Nord, et j'avais fait toute l'Amérique du Sud, et j'étais à me demander, je ne comprenais pas, je comprenais pas le lien qu'il y avait entre différentes religions. Il se trouve que quand j'étais en Alaska, et c'était assez bizarre parce que j'ai fait l'Alaska en plein hiver, il faisait moins 45 degrés. Et je vous assure, en stop, c'est d'abord interdit, et c'est dangereux. Et j'avais 2 caleçons longs de l'armée du salut sur le dos. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui m'a porté à la recherche spirituelle, mais enfin, ça venait de l'armée du salut. Je ne pense pas, non. Non, j'avais... et bien évidemment, je ne restais pas dans la neige. Je restais dans les quelques garages ou cafés qui jalonnaient l'Alaska Highway, la route. Il s'est trouvé que c'est dans l'endroit le plus froid où j'ai trouvé la chose, disons, la plus chaude. Je suis tombé par des amis américains qui m'ont hébergé. Et ça aurait pu se passer dans n'importe quel pays. Il se trouve que ça s'est passé en Alaska sur un jeune couple, un couple d'Américains qui m'a parlé des écrits de Baha'u'llah. Et Baha'u'llah, c'est un nom barbare pour les Occidentaux au début. Qui est-ce ? Alors moi-même, effectivement, je me suis dit ça doit être un fakir indien. Un gourou ? Ou un gourou, effectivement. Mais les gourous sont souvent des charlatans. Exactement. Alors c'est à chacun d'ouvrir les yeux et de voir qui est charlatan, qui ne l'est pas. Et moi, je partais avec les yeux grands ouverts. Disons que, pour faire comprendre ce nom peut-être de Baha'u'llah, le mieux c'est d'en expliquer le sens. Comment ? Baha, c'est B-A-H-A. Ça veut dire quoi, Baha ? Baha veut dire gloire en langue arabe ou en persan.
Allah, tout le monde sait ce que ça veut dire en France, c'est Dieu. Baha'u'llah veut dire gloire de Dieu en langue française. Bien, c'est dans ces écrits que j'ai trouvé les réponses que je cherchais. Et c'est très simple, au fond. Baha'u'llah explique qu'effectivement, il y a un seul Dieu, une seule entité divine. Je ne veux pas qualifier Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est Dieu. Et il y a une seule humanité. Il dit que la progression de l'humanité, telle qu'on la connaît, nous la montre l'histoire, les 5-6 000 ans d'histoire écrite, elle est faite par deux choses. C'est comme les deux ailes d'un oiseau, il y a la science d'un côté et ce qu'on appelle la spiritualité ou la religion de l'autre. La religion avec un grand R. J'aime pas employer le mot religion en France parce que ça sent mauvais. Vous le remplacez par quoi? Je vais dire la spiritualité plutôt, le côté spirituel de l'homme. Il est bien évident que pour le progrès de l'homme et de l'humanité, l'homme ayant deux côtés, le côté physique et le côté spirituel. Il y a des gens qui soutiennent qu'il n'y a pas de côté spirituel. Bon, ça, c'était en 1900, on est en 1976. Soyons modernes. La vache, elle le sait depuis sa naissance, il n'y a pas de côté spirituel. Alors, c'est le plus grand des philosophes dans ce côté-là. Bon. Mais pour permettre le développement de l'homme, pour que l'homme se trouve et se développe, il faut qu'il s'occupe des deux côtés. Alors, il y a le côté physique, c'est la science qui lui permet d'améliorer ce côté-là. Et les lois de la science sont découvertes par les êtres humains. D'ailleurs, on a fait un bond formidable le siècle dernier. C'est permis à l'homme de découvrir les lois de la science. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est le développement spirituel d'un individu. Ça ne lui est pas permis et ça lui est justement révélé d'époque en époque par des grands éducateurs universels qui ont pour nom, on les connaît tous, c'est des gens comme Adam, Abraham, Moïse, Bouddha, Krishna, le Christ, Mahomet. Et dernièrement, c'est ce que prétend Baha'u'llah, être de cette lignée des grands éducateurs. Ce qu'il dit est très simple. Il dit, il y a un seul Dieu, une seule humanité. Il dit alors, c'est comme un enfant qu'on envoie à l'école, on lui enseigne qu'une seule chose, mais il y a différents professeurs suivant son degré de compréhension. Il est bien évident que le professeur de maternelle en sait plus que ce qu'il enseigne, mais il va expliquer à l'enfant ce que l'enfant peut comprendre. De même, l'enseignement divin, ce message révélé d'époque en époque, est fait suivant le degré de compréhension de l'humanité et les besoins de l'humanité à cette époque. Donc, il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'un enseignement, mais différents professeurs. Ce que vous faites, c'est faire confiance à l'homme. Exactement, moi je crois en l'homme, même après toutes les péripéties qui m'est arrivées. L'avancement de la civilisation se fait à travers l'homme. Mais l'histoire prouve que, on dit à l'école par exemple, moi on m'a parlé en France de civilisation chrétienne, on m'a jamais dit le mot Christ. Malheur. Pourquoi on dit civilisation chrétienne si on ne parle pas du Christ? Voyons logique. On parle des civilisations islamiques, bouddhiques. On s'aperçoit, si on regarde l'histoire, qu'à la base des civilisations se trouvent ces grands... moi j'appelle ça des manifestations divines, mais on peut dire des initiés, des mutants, c'est pas important. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ils ont donné à l'humanité, le message qu'ils ont délivré. C'est toujours le même, mais il est adapté à l'époque. Mais André Brugireau, cette spiritualité, cela est important, qu'a-t-elle fait de vous? D'abord, elle m'a permis de voir l'humanité d'un autre œil, de comprendre, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est un extrait de Baha'u'llah, qu'on est tous ces fleurs du même jardin qu'est le jardin de l'amour. Et il ne faut pas que le jardin se plante qu'avec des roses, il faut qu'il y ait des fleurs différentes, elles vont toutes ressortir. Quand on comprend qu'on est tous les feuilles du même arbre, comme dit Baha'u'llah, ou les étoiles du même ciel, et que chez les Bahaïs, enfin les gens qui suivent Baha'u'llah, l'homme le plus grand, c'est celui qui est le plus au service de l'humanité. Enfin, je ne voudrais pas vous froisser, mais ces règles-là, vous les trouvez dans toutes les religions. C'est la base de toute religion, de toute croyance, de toute foi. Exactement, c'est ce que je dis, il n'y a qu'une seule religion. Alors pourquoi avoir choisi ce prophète-là? Exactement. Alors la foi Bahaï, si vous voulez, dans ce sens-là, les écrits de Baha'u'llah, c'est pas une nouvelle religion, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est la religion renouvelée pour l'époque moderne. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé radicalement. Quand je dis la Terre n'est qu'un seul pays dans mon livre, c'est pas un rêve, c'est une réalité. McLuhan, l'américain, il dit que l'électricité réduit la Terre à la grosseur d'un village. Ça, c'était fait technique, on ne peut pas s'empêcher. Les gens qui sont racistes aujourd'hui, ils nagent à contre-courant, puisqu'il y aura de plus en plus ce qu'ils appellent des étrangers sous leur nez. Moi, je rentre à Brunois, quand je suis parti, il n'y avait pas un Noir, et à peine il n'y a pas de Portugais, il y avait quelques Africains. Maintenant, il y en a plein. Je suis très heureux. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils devraient se mettre dans le courant et aimer les étrangers, parce que les Boeing vont leur amener de plus en plus. Les moyens de transport aussi. Il y a mon plombier, lui, il comprend pas ça. La Terre n'est qu'un seul pays, il fait le tour du monde. Pourtant, les Arabes nous coupent le pétrole, on grelotte. C'est bien un seul pays, techniquement. Le Telstar fait le tour de la Terre en quelques secondes, espionne tout. On est tous solidaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi la foi baille? C'est parce que le degré de compréhension de l'humanité, aujourd'hui, est autre qu'il y a 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. On peut
comprendre une nouvelle page, avancer à nouveau. Alors, ce qui a été dit précédemment, souvent sous forme de paraboles, qui sont pas toujours compréhensibles à l'homme, sont aujourd'hui expliqués d'une façon pour l'adulte. Mais êtes-vous beaucoup d'adeptes? Disons que le Baha'u'llah a commencé donner son message en Perse il y a 130 ans. Aucune religion n'a monté comme une fusée. Les Baha'is sont répartis dans le monde entier, et en France, il y en a encore très peu, pour la bonne raison que l'Europe est, pour l'instant, peu ouverte spirituellement, et les Français, je regrette de le dire, parce qu'ils pensent tenir le flambeau de la culture dans leurs mains. Moi, quand j'étais petit à l'école, je voyais la France comme la statue de la liberté, avec la flamme. Sans la flamme de la culture française, le monde serait dans les ténèbres. Ça, je peux dire aux Français qu'il y a des Chinois qui pensent la même chose. Eux, ils ont que la seule culture, les autres, c'est pas des cultures. Alors, ils sont en faisant le tour du monde, vous êtes devenu anti-français. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que chaque individu doit se développer individuellement et vivre sa vie culturelle et même nationale. Mais vous n'êtes d'aucun pays maintenant. Si, vous êtes de tous les pays. Je suis français, mais je sais que j'appartiens. Ma loyauté, je suis français de style, de langue, de caractère, mais ma loyauté appartient au genre humain. C'est ça qui est important et c'est le message de mon livre, c'est qu'aujourd'hui, les hommes doivent s'unir. Mais s'unir, ça ne veut pas dire ce que j'ai vu dans le monde où tout le monde, à Tokyo comme à San Francisco, à Paris, ils ont tous des cheveux longs, des blue jeans, les jeunes. Ça, c'est l'uniformité, c'est néfaste. L'unité doit être dans la diversité. Et le but du message de Baha'u'llah, c'est d'amener l'unité du genre humain. Et d'après ce que j'ai vu sur Terre et les guerres et tout ça, je pense que cette unité du genre humain, on ne peut pas l'empêcher. Parce que regardez, symboliquement, elle est partie, c'est symbolique, au temps d'Adam, c'était l'idée du couple. Ça, c'est la base de l'unité. C'est pas la peine de parler d'unité des nations du monde si les couples sont désunis. Ça commence par la famille. Symboliquement, donc, Adam, c'était le couple. Le pas suivant, ou la leçon suivante, c'était Abraham avec l'idée de la famille. Puis Moïse, c'était la tribu. Le temps du Christ, c'était la ville-cité. Il y a eu la province. Et Mahomet, ce qu'on ne dit pas en Occident, parce qu'il est très peu connu, ou mal connu, c'était le père de la nation, tel qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui peut regrouper des gens de différentes, qui n'ont rien à voir ensemble des fois. Je veux dire, là, c'est une belle analyse pour en arriver à votre résultat, là. Bien, donc aujourd'hui, cette unité qui progresse, on ne peut pas l'empêcher d'être à l'échelle planétaire, puisque les moyens sont planétaires. Alors que les hommes le veuillent ou non, ils vont vers l'unité. Alors il y a le choix, il y a deux choix. Où on y va par idéal, et ce n'est pas le cas, mais on ira quand même parce qu'on sera forcé par quelque événement. Mais André Brugiroux, vous pourriez appartenir par exemple à la secte Moon? Pas du tout. Pour quelle raison? Mais parce que d'abord, le gars de la secte Moon, c'est un milliardaire. Je connais aucun prophète de Dieu qui a ramassé des sous. Alors pour ça, parce que effectivement, vous me demandez pourquoi les Baha'is, pourquoi pas une autre secte. Mais moi, je dis pas faut être Baha'i, je dis il faut regarder ce qui est. Et c'est chaque individu, Baha'u'llah le dit. Chaque individu, il a une tête et un cœur. Et je dis tête et cœur parce que c'est les deux pôles réceptifs chez l'individu. Il doit se servir et de sa tête et de son cœur pour comprendre les choses. Baha'u'llah dit pas j'ai dit ça, faut avaler. Il dit non, comprenez-le. Alors moi j'ai rien contre la secte Moon et ces gens-là, je regarde ce qu'ils proposent. C'est pas important que ça s'appelle Baha'u'llah ou Moïse ou le Christ, ça n'a aucune importance. Baha'u'llah il explique, il dit c'est pas la lampe qui est intéressante, c'est la lumière qu'elle donne. Il faut pas s'attacher à la lampe, il faut s'attacher à la lumière. Donc, moi, je regarde les différents messages et je dis que si je trouve mieux que ce que dit Baha'u'llah, je l'accepte. Mais lorsqu'on lit d'un peu près votre livre, La Terre n'est qu'un seul pays, on s'aperçoit que vous êtes en contradiction dans vos lignes avec ce que vous dites, parce que vous avez fait le tour du monde et vous êtes aperçu qu'il y avait le racisme partout, qu'il y avait des frontières de plus en plus hautes, et vous voulez régler la part du monde, vous avez un projet utopique, une naïveté merveilleuse. D'ailleurs, s'il n'y avait pas un peu de naïveté, on serait déjà arrivé, ce serait bien fini. Oui, c'est très gentil de me dire ça. La couverture du livre, on dirait le petit prince, vous voyez, ce petit bonhomme sur la planète. Et j'ai ce côté petit prince. Après 18 ans de voyage, je suis toujours pas blasé. Je dis pas j'ai tout vu. Vous avez des tas de petits moutons partout. Oui, c'est ça. Je vois la beauté où elle est. Donc, j'ai toujours ces grands yeux ouverts sur la beauté. Je la sens, je la vois. Alors, le mot utopique, effectivement, vient à chaque fois ou souvent quand je parle de ces idées nouvelles, ces idées universelles. À mon avis, l'utopie, moi, c'est ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous croyez franchement qu'on peut continuer avec le marasme actuel? Est-ce que c'est pas ça l'utopie? Parce que c'est invivable. Avec le progrès actuel. Oui, c'est ce qu'on appelle le progrès entre guillemets. Il faut, par exemple, la science et la spiritualité, la religion ne doivent pas se combattre, chose qui est admise, mais doivent marcher la main dans la main. Je vais donner un petit exemple. On a découvert la force de l'atome. En soi, c'est une chose neutre. Mais suivant le degré spirituel, de développement spirituel des individus, ça va être utilisé pour une
cause bénéfique, par exemple la cause pacifique, ou pour une cause maléfique, tel que c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on fait des bombes avec. Donc la science est neutre en elle-même. Et c'est le développement spirituel de l'individu qui compte. Et le drame du monde aujourd'hui, c'est justement, et c'est ce que j'ai vu, moi je ne parle pas de choses de bouquins, je parle du vécu. Je ne suis pas parti pour écrire un livre, ni faire le film que j'ai fait, je suis parti pour apprendre. Oui, mais vous avez quand même fait le livre, vous allez faire un film, et vous allez faire des conférences, oui. Donc vous tombez dans votre propre système, pas celui du tout, que vous condamniez au départ. Pas du tout, parce que je ne suis pas parti faire un livre. Qui va partir souffrir 18 ans comme ça pour faire un livre? Moi, je connais des petits gars qui écrivent des livres. Ils partent 3 mois, c'est commandé avant le livre. Non, c'est pas ça. Il s'est trouvé que j'ai une histoire peu banale et j'ai aussi des idées à dire. C'est pas un récit de voyage. Il y a le côté, disons, marrant du stop avec les anecdotes, mais le fond du livre, c'est un appel aux hommes à s'unir. Donc, même le film, je l'ai fait, c'est des petits souvenirs de vacances. Il s'est trouvé qu'en rentrant, c'est ces messieurs de la télévision qui m'ont dit, mais ça peut s'agrandir en 16 mm. Donc, pour faire connaître des idées, on est bien obligé de passer par le livre, et puis les moyens, la radio, la télévision. Si vous voulez faire passer votre message... On est obligé de se servir des moyens modernes, on est à l'âge moderne. Je ne vais pas aller avec un tambour et une bicyclette et puis aller dans les villages, oyez, braves gens. Non, il y a des moyens modernes. J'ai beaucoup de mal à les atteindre d'ailleurs, mais enfin ça c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je rentre dans le système. Vous savez, moi j'ai une vision des choses. Je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Ça ne m'intéresse pas ça. Je n'ai pas de cravate, je n'ai pas intention d'en acheter. Je pense que chaque homme doit vivre de son travail décemment. Mais je n'ai pas intention, je vous dis, d'être le plus riche du cimetière. Et je ne suis pas... j'ai un esprit qui n'a rien à voir avec ce système. Je suis obligé de me servir du livre et du type qui fait le livre, le papier, le type qui édite. Mais ça, c'est pas être forcément dans le système. Être dans le système, je pense, c'est courir après ce matériel. Mais André Brugirot, vous avez fait le tour du monde, ça c'est une chose sûre. Vous avez visité, je le rappelle, 135 pays, vous avez parcouru 400 000 kilomètres, vous parlez 5 langues, vous me le disiez à l'instant, des langues que vous avez voulu apprendre, justement pour aller à la rencontre des hommes. L'anglais, c'est la langue numéro 1. Alors, justement, ça amène un des autres problèmes. Vous parliez d'utopie. Baha'u'llah, il dit une chose il y a 130 ans, parce que replaçons les choses dans l'histoire. D'abord, il a dit il faudrait avoir une langue internationale en plus de la langue maternelle. Mais il y a 130 ans, c'était inutile. On allait à dos de mulet. De Napoléon III depuis Alexandre jusqu'à Napoléon III, il n'y a pas eu de progrès dans ce sens-là, puisqu'on allait toujours à dos de mulet. À quoi servait une langue internationale il y a 130 ans? Mais qui va nier la justesse de cette idée aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes, il n'y a pas de langue internationale dans le sens que les hommes ne se sont pas mis d'accord. Il se trouve que l'anglais, pour des faits historiques et économiques, se trouve être la première langue, effectivement. Et la deuxième langue, et la seule autre universelle qu'on peut dire, c'est la française, malgré tout. C'est les deux seules langues dont on sait au niveau international, soit dans les postes, les passeports, pour apprendre à l'école. Il se trouve que l'espagnol, à mon avis, est troisième pour l'étendue des territoires que ça couvre, et ça aide à comprendre le portugais quand on... Et puis alors l'allemand que je sais cantonné surtout à l'Europe, avec une partie de la Russie, les pays de l'Est, et puis alors la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de Turcs qui ont travaillé en Allemagne. Enfin, vous pensez donc, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et beaucoup d'Africains, sûrement, qu'il faudrait 2 langues officielles, c'est-à-dire l'anglais et le français, les autres langues étant des langues secondaires. Pas du tout. Je pense qu'il faut Beaucoup le pensent, vous savez. Oui, non, mais chacun est libre de penser. Non, je pense que... je pense qu'il faut une langue internationale, c'est pas à moi de le déterminer. L'espéranto, alors. Mais j'y pense, mais ça me fait penser un peu à un bébé en éprouvette, parce que quand même la langue, c'est la fleur du pays. Ça a des racines. Je ne sais pas, je n'ai aucune opinion là-dessus. Ma seule idée, c'est qu'on doit arriver, les hommes, tous les hommes du monde doivent se mettre d'accord pour dire maintenant, on prend telle langue, soit une langue existante, soit une langue qu'on va créer, mais qui se mettent d'accord pour que tous les enfants à l'école l'apprennent et pour qu'on puisse tous se comprendre sur Terre, ce qui éliminera beaucoup de choses. Oui, mais à la seule condition de ne pas tuer les autres langues, et même de ne pas tuer les dialectes, même dans notre France aujourd'hui, il faut conserver les langues de chaque pays, car c'est une culture, c'est une richesse. Exact, c'est ce que je viens de dire, c'est que la langue internationale, en plus de la langue maternelle, et que l'unité est dans la diversité. Il faut que la moindre tribu, le moindre groupe ethnique ou culturel soit préservé, parce que la beauté du jardin, c'est avec la diversité des fleurs. Il ne s'agit pas d'imposer la langue d'un groupe plus fort, pas du tout. D'ailleurs, la foi Baha'i est magnifique pour ça, parce qu'elle donne l'espoir à tous ces groupes qui sont oppressés en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'unité, les gens ils voient l'unité sous l'égide du plus fort. C'est pas ça l'unité. Ça, c'est l'oppression et l'uniformité. L'unité, c'est que chacun puisse se développer. D'abord au niveau individuel, ce qui est impossible aujourd'hui. Essayez. Vous voyez, on est conditionné. On ne peut plus faire d'efforts, on vous matraque avec... On ne pense plus par soi-même. Vous pensez que tout est trop facile? C'est facile. Oui, il y a un côté c'est-à-dire, il y a un manque d'efforts. C'est pas que c'est facile, mais il y a un manque d'efforts. On ne pense plus par soi-même. C'est terrible.
Mais je pense qu'effectivement, il faut garder tous ces... Mais quels sont les pays où vous n'êtes pas allé? Bon, la Chine, je le sais. Oui, il y a eu c'est les pays, c'est bien simple, les pays qui ne m'ont pas donné de visa. Bien la Chine, de Pékin, parce que j'étais à Taïwan, et là c'était encore des entourloupettes pour rentrer, parce que De Gaulle avait reconnu Pékin, alors Taïwan me disait non monsieur, pas de visa pour les Français. J'ai pas été par exemple à Muscat et Oman, parce que eux c'est le style de me dire, vous voulez un visa? Mais oui monsieur, bienvenue, revenez dans 4 ou 5 ans le chercher. Alors ça éliminé. Il y avait à ce moment-là la Guinée de Sékou Touré, ça a changé. Il y avait des pays, Bangladesh, alors là c'était la guerre avec tout, en plein. Alors on pouvait même pas rentrer, c'était trop dangereux. Parce que je suis pas très courageux, disons. J'ai connu la guerre. Au Vietnam, au Cambodge? Oui, c'est ça. Je suis passé au Cambodge et une fois ça a éclaté à 100 mètres d'où je dormais. Et j'ai cru que c'était la fin du voyage. Plusieurs fois j'ai cru que c'était la fin du voyage. On m'a mis des revolvers dans les côtes en dehors de la guerre. En fait, vous ne pensiez pas du tout à la guerre, vous pensiez à votre fin de voyage. Non, mais c'était mon étude et je voulais aller jusqu'au bout. Moi, je voulais graduer. Jusqu'au bout de vous-même. Jusqu'au bout de moi-même et de mes études. Et je voulais graduer et c'était, vous savez, ça, c'est pas un voyage en définitive, C'est vrai, oui. C'est plus qu'une vie, c'est même un destin. Et je sens très fort en moi le destin. C'est amusant à dire parce que je pense qu'il y a une part de libre volonté chez l'individu, mais il y a aussi il y a un destin qui joue. Et la limite n'est pas connue à l'homme. Êtes-vous revenu en France dès lors que vous étiez parti? Par exemple, lorsque vous étiez de ce côté du monde tout à fait oriental, extrême oriental, vous arriviez à faire des pointes sur Paris? Ou bien vous restiez pendant de longues années ailleurs? Pas du tout. Je suis resté les 9 dernières années sans rentrer chez moi. Sans rentrer en France? Pas du tout. Mais je n'ai pas... Ça ne vous effleurait même pas? Non. Je vais vous dire une chose qui m'est arrivée. Au Pakistan, j'ai bu un verre d'eau parce que je suis tout heureux en France d'avaler un verre d'eau comme ça, sans penser. La bonne eau que j'avais lisée. Je réfléchis pas, mais en Inde, je regardais mon verre d'eau en me disant, qu'est-ce que j'attrape? Une typhoïde, un typhus, une fièvre jaune. Alors à chaque fois que vous buvez en pensant à ça, c'est assez drôle. Je suis tombé très très malade parce que je fais 1m76, j'étais tombé à 52 kilos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma santé est encore ruinée et mon système digestif est complètement abîmé. J'ai payé un prix très lourd pour ce que j'ai fait. Mais je me plains pas parce que j'ai eu la récompense. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais pu penser rentrer à la maison. Vous savez, quand vous faites 52 kilos, vous êtes accroupi au bord de la route toutes les heures. C'est très dur. En plus, en Inde, comme il n'y a pas de toilette publique, j'avais des spectateurs autour de moi. Je me vidais littéralement. Il y a un moment, je me levais à 9h du matin, à 12h, je m'effondrais sous les arbres. Donc, ce que vous dites du verre d'eau est une vérité, parce que tout à l'heure, je disais, moi, que tout était peut-être trop facile. Il est vrai que en France ou ailleurs, il sera toujours facile, justement, d'avoir une baguette de pain, quelque part. Mais il y a des endroits où c'est pas possible. Oui, mais effectivement, moi j'ai vu, je raconte dans mon livre, j'ai donné une fois un bout de pain rassis à un Congolais pour ses... Il m'avait dit qu'il avait des poules. Et comme mon père en avait, je savais qu'elles aiment picorer le pain rassis. Je lui ai donné, et quand je me suis retourné, je l'ai vu manger le pain. Enfin, en France, on a de la baguette pour l'instant, mais on pourrait bien avoir un coup de baguette bientôt, parce que, vu l'état du monde, on n'est pas séparés des autres. L'Europe est nantie. Pour l'instant, j'étais surpris en rentrant en France de voir la richesse de la France, parce que, vous savez, quand on quitte 18 ans, ça fait un grand saut, surtout que j'étais absent pendant le boom économique, mai 68 et tout ça. Et j'ai vu cette richesse, ces façades, toutes ces voitures... Et alors, ce qui m'a le plus effaré à mon retour, après avoir vu cette misère, parce que le mot misère, je vous assure, aucun Français le connaît s'il n'a pas été visiter l'Inde. Ça n'existe pas en France. Je ne dis pas que la France, il y a de la justice sociale et tout ça, je ne dis pas ça, mais la misère, il faut aller voir certaines rues du Caire, il faut aller voir à Jakarta, la sortie de la gare, là-bas, il faut aller voir l'Inde dans son ensemble. Hein. J'étais effaré par les gens qui passent leur temps en Europe, ou dans les pays nantis surtout, à maigrir. Voilà. Une petite minorité, on fait du régime et on en met des pages de papier pour maigrir. Voilà ce que j'ai vu en rentrant. J'ai été effaré. Et cette richesse vous a paru stupide? Moi, je pense pas. Je suis pas. Attention. Même si j'ai voyagé avec $1 par jour, ce qui serait impossible aujourd'hui à faire, je suis pas contre l'argent. Mais je pense que l'homme doit bien employer l'argent qu'il a, parce que. Vous savez, il ne s'agit pas d'être utopique, justement. On parle de ça. À quoi ça sert si un pauvre, il dit qu'il faut construire une école? Il n'a pas les moyens de le faire. Mais si un riche, il dit, moi, je vais construire une école ou un orphelinat. Mais ça, c'est bien parce qu'il a les moyens. C'est pas l'argent en lui-même qui est détestable, ou c'est l'attitude de l'individu. C'est-à-dire, je reviens à nouveau, c'est ce développement spirituel qui est important. Parce qu'après tout, on peut très bien comprendre qu'il faut une certaine somme pour vivre et qu'au-delà,
ce n'est pas nécessaire et qu'on peut le remettre pour le bien des autres. Enfin, tout à l'heure, André Brugireau, vous avez dit que vous êtes parti dans la vie avec 10 francs anciens en poche. Mais après, vous avez 10 francs nouveaux. C'était 1000 francs anciens. 1000 francs anciens. Mais je veux pas de confusion aujourd'hui, alors je dis... 1000 francs anciens. Après, vous avez amassé un petit magot pour continuer votre route et pour la commencer véritablement à 30 ans. Puis vous êtes allé dans différents pays, 130 pays, mais dans chaque pays, il fallait vivre, il fallait voyager, donc il fallait travailler. Alors, quels sont les métiers que vous avez pu faire? Comment avez-vous été accueilli? Peut-on travailler ailleurs? Non, alors... lorsqu'on est français, ou lorsqu'on est allemand, ou lorsqu'on est italien. Bon, en effet, dans le monde, le fait d'être européen aide beaucoup. Non, vous disiez je suis français? Oui. Avec de la fierté? Pas du tout, non. Non, parce que si vous le dites en face d'un Chinois, vous allez vous sentir comme une fourmi. Alors, non, j'ai pris des leçons partout dans le monde. Hein. D'humilité, surtout. Voilà, j'ai appris ma leçon. Et je raconterai peut-être une histoire qui m'arrive en Algérie, mais je vais d'abord répondre à votre question. Non, moi j'ai travaillé d'abord 9 ans pour me soutenir pour apprendre les langues, et j'ai fait différents métiers dans l'hôtellerie. C'était assez facile, j'ai fait téléphoniste, j'ai fait serreur de chaussures, je vous ai dit, j'ai fait cuisinier, garçon, réceptionnaire, bien. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans au Canada comme traducteur. Quand je suis arrivé au Canada, c'était toujours avec la petite valise, et il faisait -12. Et j'ai d'abord donné des clés au Sheraton, à l'hôtel Sheraton de Toronto. Et puis, ma foi, après, j'ai trouvé une place de traducteur. Et là, j'ai économisé. Mais qu'est-ce que c'est mon tour du monde avec $1 par jour? Ça représente $1, ça représentait à l'époque, c'est-à-dire j'ai quitté le Canada en 67, ça représentait un paquet de cigarettes et 2 petites bières. Et beaucoup d'hommes, ils fument un paquet de cigarettes et boivent 2 petites bières par jour sans s'en rendre compte. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Avec ce qui part dans l'alcool et la fumée, j'ai fait mon tour du monde. Mais chacun est libre. Mais qu'on vienne pas me dire, mais comment t'as fait? Non. Donc, c'était mes économies. J'ai pas travaillé pendant 6 ans de stop. Mais seulement, j'allais pas à l'hôtel. J'avais qu'un budget, $1 par jour, c'était mes économies. Vous descendiez chez les gens? Non, pas forcément. Je dormais où je pouvais. Il se trouvait que parfois j'étais invité, mais c'était pas automatique. Et je n'ai jamais mendié. Parce que je trouve ça abominable, un type qui va mendier chez les autres. Hein, moi, j'ai pas cet esprit-là. Mais évidemment, il y a bien certains qu'en Alaska, par -45, il fallait pas que j'aille dormir sous les sapins. Mais enfin, il y a des cellules de prison, il y a des écoles vides, il y a l'armée du salut. Pour une heure de sermon, on a le droit à la soupe. Avez-vous été souvent accueilli par les habitants eux-mêmes dans ces différents pays? Oui, j'ai souvent été... Comme s'il s'agissait d'une visite attendue. Oui, c'était alors... oui. Vous savez, je vous dis que j'ai pris des leçons. Et je voudrais peut-être raconter 2 anecdotes. C'est par exemple en Amérique. Évidemment, on voit l'Américain de France. Il faut d'abord pas juger les gens sur les touristes qui nous envoient. On n'a qu'à se rappeler comment on se comporte en touriste nous-mêmes. Ou les Français qui vont comme touristes. Oui, ça, on n'a qu'à se rappeler notre attitude de touriste. Il ne faut pas juger là-dessus, ni sur les militaires qui occupent un pays. Bien, alors l'Américain est autre chose que souvent ce qu'on pense. Et il se trouve qu'en Alaska, il faisait très froid. Je vais à l'armée du salut, c'était mon petit refuge local, parce qu'il y a une technique dans chaque pays. Ce serait trop long pour expliquer, mais enfin j'en parle dans le livre un peu. Et je vais à ma bonne armée du salut, parce que c'était pas important que ce soit la Baptist Mission, Citizen Mission. Moi, le soir, du moment que je trouvais ma soupe et mon sermon, ça allait. L'armée du salut avait brûlé. Ah ben j'ai dit, ça tombe mal. Je me retourne, je vois la mairie, je dis, tiens, je vais aller demander à monsieur le maire. Ça se passait à Ketchikan, c'est un petit port du Panhandle en Alaska. Et le secrétaire m'a même pas laissé rentrer. Il se trouve qu'il y a un jeune Américain qui a écouté je racontais ce que je faisais, il a dit, viens à la maison. Et il m'a reçu, mais enfin d'une façon vraiment exceptionnelle. Le lendemain, il m'a prêté sa voiture, les Américains prêtent leur voiture. Et quand je suis parti au bout de 3 ou 4 jours, il m'a accompagné au ferryboat. Il m'avait fait un petit cadeau, je m'en souviendrai toujours, comme je suis français, il a mis un peu de camembert dedans et un petit quart de rosé, ce qui m'avait beaucoup touché. Et c'est surtout ce qu'il m'a dit qui m'a touché. Il m'a dit « Merci d'être venu nous voir ». Voilà. Je crois que là, j'ai pris une leçon. Ça, c'est une leçon. Vous savez, je connais des Français qui le disent. Oui, alors c'est pas... Mais bien sûr, il y a des Français qui sont comme ça. Mais je crois que c'est une minorité toutefois. Également, vous parlez de la Russie, et cela me surprend parce que vous dites que dans les pays de l'Est, on n'est pas très bien accueilli, que même si l'on veut aller chez quelqu'un, il faut demander la permission. Ah non. Et cette permission n'est donnée qu'après plusieurs jours. Non, je ne veux pas dire ça parce que je ne crois pas tellement. Non, mais moi non plus. Ou ce serait triste. Non, mais j'ai pas dit ça. Je ne connais pas le pays de l'Est. Non, j'ai pas dit ça. Non, ce que j'ai dit, c'est que officiellement, la Chine ne laisse pas rentrer. Et l'URSS laisse rentrer, mais sous des conditions qui sont tout à fait contraires à mon style d'autostoppeur. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que on vous donne le visa que si vous avez payé votre nuit à l'hôtel, que votre train est réservé, votre parcours est permis, et
tout est réservé d'avance. À cette seule condition, vous pouvez y aller. Et une fois en URSS, vous ne pouvez pas changer votre parcours. Ça, tout le monde le sait qui est en URSS. Je m'insurge pas contre les habitants, parce que j'ai pu, dans le transsibérien, aller en 3e classe, malgré qu'on me l'ait interdit. Et puis, j'ai mangé dans les cantines à Moscou, au lieu de manger à l'hôtel Près du Bolchoï, où j'étais, au métropole. Je parle pas des habitants, je parle des choses officielles. C'est top départ, top arrivée. Il y avait monsieur un touriste avec sa casquette à chaque arrêt de gare qui était là, qui avait mon nom. Il me collait dans le taxi que j'avais pas demandé et à l'hôtel que j'avais pas choisi. Moi, je suis contre ces choses-là, je regrette. C'est une restriction à ma liberté. Je regrette. Mais pas les gens. Dans tous ces voyages, à partir du moment où vous abordez dans un pays, où vous arrivez, vous êtes tenté d'entrer également dans la politique de ce pays, ou du moins de la comprendre, de l'analyser. Alors, pour connaître un pays, il faut pas faire le stop comme j'ai fait. Il faut faire ce que j'ai fait au début, c'est y travailler. D'abord, il faut y rester également plus longtemps, parce que vous avez fait 130 pays en 18 ans. Mais 135. 135. Oui, mais non. Mais ça ne fait pas tellement de temps dans chaque pays. Non, ça fait quand même 3 ans au Canada, 2 ans au Congo, 2 ans en Allemagne, 2 ans en Italie. Non, il faut y rester, travailler, connaître la langue, étudier l'histoire, la géographie, les arts. Il faut étudier le pays. Les autres, c'est une vue plus superficielle. Je voulais pas connaître chaque pays, je voulais connaître l'ensemble du monde. Je voulais avoir une vue globale. Alors, on peut pas rester dans tous les pays du monde 2 ans pour connaître la langue et travailler avec les gens. Donc, il y a 2 façons de voyager. La façon intensive que j'ai fait au début, en y travaillant, et la façon extensive après avec le stop. Vous êtes fait des amis dans toutes ces aventures. Oui, alors, mon but, c'était justement de connaître l'amitié. Et le stop, pour ça, moi, j'ai une idée très noble Mais du des stop. amis vrais. Oui. C'est une chaîne d'amitié. Je voulais le contact. Je n'ai cherché que le contact humain. C'est ça que j'ai cherché. Et c'est pour ça que je dis il faut aimer les gens, c'est ça. On ne peut pas l'avoir sans ça. Oui, mais André Brugireau, de toute manière, vous n'étiez que de passage. Même si cette amitié, vous la trouviez, qu'elle soit masculine, féminine, oui. Vous ne pensiez ensuite qu'à partir, qu'à vous sauver. Oui, mais vous savez, la communication entre les gens, c'est pas une question de durée. Vous pouvez rester avec quelqu'un en face pendant toute votre vie. Si vous communiquez pas, ça ne changera rien. La communication entre les gens, c'est une question de vibration, de longueur d'onde un peu. C'est pas le fait de rester face à face. Donc, et on peut aimer quelqu'un sans s'y attacher, on n'est pas obligé. Aimer, aimer, c'est libre. Soyons pas attachés comme on est attaché à tout. Même sur ce plan-là, vous ne voulez pas être attaché. Vous voulez dire, je ne veux pas me marier, c'est ça la question? Moi, j'ai jamais dit ça non plus. Je pense que l'homme doit avoir un foyer. C'est la vie normale, ça. Je pense pas que l'homme est fait pour être seul. J'ai appris au point de vue humain, puisqu'on y vient, j'ai été une fois en Algérie. Alors effectivement, en France, on voit des Algériens. Alors, faut pas non plus juger les gens sur les migrants. Parce qu'effectivement, le migrant, c'est un type qui n'a pas de travail, qui a souvent des difficultés chez lui. Il faut aller voir les gens chez eux, dans leur foyer, dans leur état, disons, habituel et normal. Et là, on voit que le cœur de l'homme est universel. Et j'étais à Oran, et c'était en 72, je spécifie. Je cherchais une adresse, pour un coup, j'allais dormir chez les bonnes sœurs. J'avais une adresse de bonnes sœurs, ça leur faisait toujours plaisir de voir un homme arriver. Elles sont accueillantes. Elles sont très accueillantes, effectivement. Et je demande à un Algérien, je lui dis où se trouve cette adresse. Parce que les noms étaient changés. Il m'a dit, je sais pas, il dit, je vais te conduire. Je lui dis, écoutez, monsieur, c'est loin, il m'a dit 2 kilomètres. Alors je lui dis, non, indiquez-moi, je vais y aller à pied. Il m'a dit, non, je vais vous conduire, ça me fera plaisir. Alors vous voyez, déjà, cet homme vient avec moi. On marche, et je m'aperçois qu'il boitait d'une façon affreuse. Et au bout d'1 kilomètre, il m'a dit, monsieur, je dois m'arrêter, venez, je vous offre un café. Alors, on va prendre un café, et je lui dis, écoutez, vous êtes tellement aimable de m'accompagner, et en plus vous boitez, j'ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'a dit, mais c'est pendant la guerre d'Algérie, les Français m'ont envoyé une balle dans la jambe. Voilà, le genre de leçon que j'ai pris partout. Je vous assure, je me suis senti tout petit. Vous avez maintenant, André Brugireau, une vue globale du monde. Vous pouvez faire le point. Ayant visité 135 pays, ayant parcouru 400 000 kilomètres, espérant que la Terre n'est qu'un seul pays. Oui, eh bien c'est citoyen du monde. Oui, je suis citoyen du monde dans ce sens-là. On est tous citoyens du monde. Personne n'est né sur Mars. Mais oui, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que Qui sait? Les hommes... Eh bien, ma foi, je veux bien voir. Non, je pense que cette vision m'a amené à la conclusion qui est le titre du livre, c'est « La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens ». Ça, c'est ma conviction profonde et c'est même la réalité d'aujourd'hui. Vous savez, la réalité, elle est dans l'unité. Et mon idée, c'est que les hommes doivent s'unir. Et à nouveau, je dis, ça ne sera pas par idéal, mais ils seront forcés et sous peu. C'est ça que je pense. Au commencement de votre entreprise, c'était un rêve fou, nous le disions tout à l'heure, c'était un rêve de milliardaire, faire le tour du monde. Et vous faites la preuve que l'on peut partir sans un sou si on le veut. Remarquez, si tout le monde partait... Non, mais justement, je dis que chacun, je dis pas qu'il faut faire le tour du monde, je dis chacun doit s'épanouir. Chacun doit suivre sa voie et bien la suivre.
Alors c'est très bien si, à partir du moment... Le tour du monde, ça peut être le tour de la France, vous savez. C'est ça, non mais chacun, ou même ce qu'on doit faire, c'est être au service de l'humanité, comprendre et aimer les gens. Et c'est ça. Alors moi je l'ai fait par cette voie-là qui est un peu inhabituelle, parce que ça veut rien dire le tour du monde aujourd'hui. Vous savez, l'American Express, il vous le fait faire en 7 jours avec des Superjets et 4 Hilton. Oui, mais on ne voit absolument rien. Mais ça, c'est pas, moi, c'est le tour des hommes. C'était mon étude. Je considère cette partie de ma vie, jusqu'à maintenant, comme mon étude. Comme mon université, j'ai gradué maintenant. Avec ça, j'espère maintenant en faire profiter les hommes. Sinon, je serais le pire des égoïstes. Enfin, dans votre gypsière, vous avez 5 langues, mais ça ne suffit pas pour parler à tous les hommes du monde. On arrive à se faire comprendre par geste, et dans chaque pays, combien de mots faut-il pour s'expliquer? Non, ça c'est le drame, justement. 5 langues. Il y a des gens, ils parlent une langue étrangère, ils sont très fiers. Moi, j'ai honte avec mes 5 langues. Parce que je m'aperçois qu'on va pas très loin. Et même les gestes ne sont pas internationaux. Ou même les cris, des fois j'imitais le bruit de la poule pour avoir des œufs. Mais ça marche pas chez les Chinois parce qu'eux, ils mangent que des œufs de canne. Vous voyez? Alors, il n'y a rien d'international. Même les chiffres arabes, qu'on appelle nous arabes, ils n'ont pas la même forme dans les pays arabes. Alors, il faut aussi un alphabet international. Il y a toutes ces choses-là. Il faut que les hommes, il faut qu'ils s'unissent, il faut qu'ils arrivent à gérer la Terre comme elle est. Et aujourd'hui, avec les moyens techniques, on est réduit à la grosseur d'un seul pays. C'est ça ma conviction la plus profonde, je le dis, parce que je l'ai vu. Non pas par rêve utopique. Je pense qu'il faut arriver à ce que les hommes comprennent qu'ils doivent, au lieu de faire la compétition, comme c'est en ce moment, c'est moi le plus fort, non, ils doivent coopérer. Ça sera pour le bien de tous. Enfin, vous êtes parti pauvre, êtes-vous revenu riche? Non, je suis revenu... Je ne parle pas d'argent. Hein. Oui. J'en suis sûr. Peut-être êtes-vous revenu riche d'argent. Non, le dollar par jour, je l'ai épuisé. Peut-être pas un supplémentaire. Non, je l'ai épuisé, mon dollar par jour, je vous assure. Je me sens, je vous assure, milliardaire dans ce cas-là. Je me sens très très riche. Et vraiment, ça fait 2 ans et demi que je suis rentré, j'ai pas été au cinéma, je m'en sens pas le besoin. Je l'ai dans ma tête, j'ai vécu le meilleur des films. Et je me sens très très riche. Vraiment, je sens que j'ai plein à donner, que j'ai... À qui allez-vous donner? Ben, je pense... D'abord, vous allez donner votre religion. Vous allez essayer maintenant de vous faire des adeptes. Oui, mais la religion, c'est pas de créer un mouvement. Non, pas moi, parce qu'il existe déjà. Donc, moi, je ne crée rien. Mais effectivement, que je ne cherche pas à faire comme on dit, entre guillemets, des barailles. C'est idiot. C'est des convictions personnelles, les idées de religion donc, il se trouve qu'il y a des gens qui sont désespérés, des gens qui cherchent aujourd'hui, qui cherchent un meilleur monde. Tout le monde cherche la paix universelle et la justice sociale. Mais souvent, on a différents moyens pour y arriver. Moi, voilà, je dis, j'ai découvert un moyen qui est formidable, à mon avis, et qui, je pense, pourra amener cette unité. Et vous savez, elle est très simple. Chacun peut agir, et ça se base d'abord, il faut que les hommes changent leur cœur et se débarrassent de leurs préjugés de race, de classe, de couleur et de croyance. Il ne faut pas attendre que les gouvernants, les politiciens fassent du blablabla. Ils en font, ça ne change rien. C'est donc bien, on voit bien que c'est pas par là que ça va changer. Les hommes sont mal gouvernés. Exactement. On vit, alors ça, je ne veux pas en parler de ces choses. La politique divise les hommes. Moi, je parle d'unité. Il faut que les gens... Mais vous vous heurtez tout de même à la politique dans chaque pays traversé. Je veux dire, obligé de jouer avec elle. Oui, on parle de révolution partout. Malheureusement, la seule qui... On en parle beaucoup, on la fait rarement. Oui, mais la seule qui n'a pas été faite, c'est la révolution des cœurs et des esprits. Et c'est celle-là qui, à mon avis, changera quelque chose. Le corps de l'humanité, aujourd'hui, c'est comme le corps humain, il est malade. Alors, les politiciens, je ne critique pas parce qu'il y en a qui font des bonnes choses, mais souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent à soigner le corps. Il y a des bobos qui apparaissent. Alors, on soigne un bobo après l'autre. Mais pourquoi ce corps est malade? Parce que le sang est vicié. Alors, les bails, ils s'attachent à quoi? À renouveler les cellules du sang, une par une. Et quand la majorité des cellules du sang du corps humain seront saines, le corps humain sera sain, les bobos n'apparaîtront plus. Autrement dit, ce que fait la politique aujourd'hui, c'est soigner les effets. Et les bails, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent à la cause. Alors, c'est pas glorieux, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pourtant la seule voie qui me paraisse viable. André Brugireau, vous étiez seul dans ces voyages? Mais vous savez, il y a 2,5 milliards d'habitants sur la Terre, alors pour être seul, c'est difficile. Oui, mais pour aller d'un homme à un autre, parfois, on y va J'étais pas seul, pas du tout. Je l'ai fait seul. Parce que si, par exemple, en France, vous vous attachiez à quelqu'un et que vous soyez en quête d'un nouveau départ, peut-être hésiteriez-vous cette fois-ci? Je n'ai pas lieu de repartir. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce voyage à deux. Non, parce que là, vraiment, je voulais... le vôtre. Non, pas ce style comme j'ai fait, exactement, parce que vraiment, je voulais étudier. Et souvent, c'est le dilemme de l'étudiant qui doit soit être seul pour étudier, soit être avec quelqu'un. Et moi, je préfère être seul pour étudier plus à fond. Parce que donc, c'est un voyage d'égoïste? Pas du tout, c'est un... Non, au contraire, quand on se concentre et qu'on travaille dur, je vois pas ce qu'il y a d'égoïste là-dedans. Non, pas du tout.
Si vous deviez partir, vous partiriez pour où maintenant? Il y a quelque chose à découvrir, la Chine en tout cas. Oui, j'ai pas tout vu. Oulala. Vous avez dû regarder, mais vous n'avez pas tout vu. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retourne pas à l'université. Une fois qu'on a gradué, il n'y a pas lieu d'y retourner. Alors, moi, j'estime que j'ai gradué. Donc, j'ai pas lieu de revoyager, mais je dis pas que j'irai pas voir certains coins que je n'ai pas vus. Enfin, voyager, c'est partir à la recherche de soi-même. Alors, vous avez l'impression que vous êtes trouvé? Je me suis trouvé, effectivement, oui. Et j'ai trouvé plus que ce que je pensais, justement, dans ces écrits de Baha'u'llah, j'y reviens, parce que c'est, à mon avis, la page pour l'homme moderne. C'est à chacun de voir par lui-même, bien entendu. Je ne sais pas, c'est un nom qui a du mal à rester dans les esprits. Comment dites-vous? Baha'u'llah, la gloire de Dieu. 18 ans à travers le monde, c'est peut-être trop peu. Mais on est de passage sur cette vie de toute façon. Merci André Brugiroux. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui André Brugiroux. Il vous a parlé de son tour du monde, 135 pays, 400 km parcourus, 400 000 km parcourus, et un livre qui paraît chez Robert Laffont, La Terre n'est qu'un seul pays. Demain, un autre rendez-vous. Demain, le professeur Henri Kreis, l'un des grands spécialistes de la transplantation rénale. À demain, bonsoir.